Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à parler aujourd'hui de ce sujet. Ça marche comme ça? Ah ouais, c'est... Donc effectivement, comme annoncé, je vais vous parler des avancées du groupe de travail sur la transition, le groupe de travail RESPIFIL. J'ai quand même commencé par des concepts un petit peu plus théoriques, mais bon, qui restent en lien avec la pratique pour remettre le contexte, et insister sur quelques définitions. Effectivement, il faut bien distinguer la transition du transfert du patient d'un service pédiatrique et d'un service adulte. Le transfert étant vraiment ce moment, ce passage entre le service de soins pédiatriques et le service de soins adultes. Bon, ça nécessite toute une organisation et des liens entre les services pédiatriques et adultes, mais c'est un instant assez précis dans le temps du parcours du patient. Contrairement à la transition qui est plutôt plus progressif et qui est une sorte de préparation justement à ce passage et qui voilà, se considère dans le temps, et dans le temps du parcours du patient, ça correspond à peu près à l'adolescence, qui finalement est définie sur les dernières études, les dernières recommandations, entre une période qui peut s'étendre de 10 à 25 ans, étant donné que c'est cette période finalement où le patient, l'enfant et l'adulte en devenir va se construire en tant que personne, et puis donc va mener des expériences pour se construire et mettre en péril parfois sa santé. Et c'est là où finalement notre rôle, c'est de justement l'accompagner dans ces difficultés qu'il va devoir surmonter. Il y a un tout petit temps de réaction entre le moment. Je ne sais pas si j'appuie sur le bon bouton. Alors justement, c'est pour parler vraiment de la transition. Donc comme je vous le disais, c'est quelque chose de progressif, c'est quelque chose d'organisé et de coordonné. Ah oui, il y a une animation pas prévue, mais c'est pas grave. Et donc, voilà, ce schéma est vraiment très simplifié, mais simplement pour vous dire que l'enfant qui va devenir adulte a à apprendre des choses assez simples, qui est la gestion de ses soins au quotidien, du fait de sa maladie chronique, la gestion de ses traitements, la gestion des prestataires. Dans le cadre des maladies rares, il y a parfois un certain nombre de contacts de prestataires, de soignants assez différents qui nécessitent une certaine coordination et qui nécessitent une organisation du patient dans sa vie de tous les jours. Il doit apprendre aussi à être acteur de ses soins, de sa santé, apprendre à prendre des décisions pour lui, faire les bons choix en fonction de ce que vont dire ses interlocuteurs soignants. Et puis, évidemment, ça dépasse vraiment le domaine de la santé, mais se construire en tant que personne, avoir des projets de vie, familiales, professionnels. Et ça aussi, ça peut s'accompagner quand même du fait de la maladie chronique qui va se greffer là-dessus et avoir mené à certaines contraintes. Alors, il y a des gens qui l'accompagnent dans ce parcours, évidemment ses parents, même si on pourra toujours discuter longtemps de leur place au sein de ce parcours. J'ai mis un ordre un petit peu comme ça au hasard, mais c'est vrai que même s'ils sont au premier au départ, peut-être les parents sont un peu moins au premier ensuite, c'est pour ça que j'ai mis comme ça. Bien sûr, il y a des pères qui vont compter de plus en plus pour lui. Les pères, c'est les adolescents de son âge, c'est peut-être des enfants malades, mais surtout des enfants non malades en vrai. Et donc ça va être ses repères, lui, pour progresser dans sa vie. Et puis bien sûr, il y a nous, les spécialistes de la maladie qui le concerne. Et puis peut-être un oublié du parcours, enfin souvent oublié du parcours, peut-être auquel on devrait avoir un petit peu plus de contact, un petit peu plus de lien, c'est le médecin traitant, le médecin généraliste, sur lequel probablement dans les années à venir, il faut faire des efforts pour être plus en lien avec eux. Alors, je vous présente deux études en même temps. C'est une étude qui a été menée au sein des CRCM, au sein d'un CRCM du Rhône-Alpes, qui est assez récente et qui en plus est dans un contexte d'une organisation très structurée déjà en CRCM sur la mucoviscidose, du processus de transition avec des équipes médicales déjà très impliquées dans ce processus de transition. Et donc ils ont fait des interviews, des entretiens semi-dirigés pour essayer de voir un petit peu le ressenti des patients, des enfants et de leurs familles avant le transfert, dans les 6 mois, 1 an avant, et puis après le transfert, jusqu'à 1 an après le transfert en service adulte, pour avoir un petit peu leur ressenti et finalement leurs besoins, leurs attentes, des choses qu'ils n'ont peut-être pas eues et qu'ils auraient aimé avoir. Et encore une fois, dans un contexte déjà d'une organisation très structurée.
Ils ont interrogé quand même une quarantaine de familles, donc voilà, ça fait quand même pas mal de patients, pas mal de temps d'entretien et d'analyse, donc c'est assez intéressant de reporter ça. Et donc, en quelques mots, les idées essentielles, c'est que voilà, avant le transfert, ce qui compte pour eux, c'est que ça soit très anticipé, que ça soit débuté très tôt dans leur parcours de soins, pour que justement, eux, ils peuvent s'en emparer, se projeter. Et ça prend du temps, en fait, de ce parcours, et donc ça nécessite d'être prévu donc, vraiment en amont du transfert. La deuxième chose, c'est qu'ils ont besoin d'accompagnement, bien sûr, des soignants, pour voilà, dans le cadre de la gestion de leurs soins, les préparer à devenir plus autonomes. Les parents, évidemment, parce qu'ils sont experts de la maladie aussi, ils sont experts de leurs enfants. Et donc, c'est une ressource potentielle. Et puis, bien sûr, tous les programmes d'éducation thérapeutique, voilà, que ce soit pour les soins eux-mêmes que l'organisation des soins, et puis sûrement au-delà. Et puis, ça nécessite d'être très annoncé, c'est-à-dire qu'ils réclament une information assez transparente de ce qui va se passer, à la fois sur le parcours de soins lui-même, comment ça va se dérouler jusqu'à aller au transfert, et puis ensuite même sur le service adulte, qui vont voir comment ça va se passer là-bas, parce que voilà, comme ça, ils ont l'information, ils seraient plus dans le contrôle de ce qui se passait, plus acteurs de ce qui va se passer. Et puis après le transfert, il se passe aussi des choses. Bien sûr, ils sont très contents d'être finalement considérés différemment dans les services adultes. Ils le disent assez clairement qu'ils sont au centre, enfin au centre de l'interaction avec le médecin, et ça, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup, mais malgré tout, ils ont des difficultés, tout simplement parce que c'est des organisations différentes. Donc il y a une gestion, un apprentissage de la façon de fonctionner avec les nouveaux services qui leur pèse au départ, en tout cas. Il y a des problèmes aussi de communication au départ, probablement aussi avec le médecin, puisque voilà, encore une fois, ils sont au centre de l'attention, ils doivent interagir directement, même si à ces consultations de préparation, on voit les enfants seuls, c'est un petit peu différent, il y a toujours le parent qui est là. Là voilà, ils ont quand même du mal à exprimer un petit peu leur ressenti, d'exprimer ce qu'ils ont envie pour eux. Mais là, encore une fois, ça les met en confiance parce qu'ils sont au centre du soin. Et puis tout ça, bien sûr, a été un gros potentialisation de leur autonomie. D'un coup, ils sont dans le bain, c'est maintenant, il y a un grand passage qui est accélérateur un peu finalement de leur processus de maturation. Mais ça doit aussi s'accompagner, et probablement, c'est là aussi un des messages, la transition, c'est avant le transfert, mais c'est aussi après le transfert, parce que tout ça doit s'accompagner, vous avez vu, peut-être jusqu'à 25 ans, voilà, je ne sais pas, il n'y a pas d'âge très fixe, mais en tout cas, voilà, ça doit s'accompagner par les soignants. Alors, je vais rentrer là un peu plus dans le vif du sujet. Simplement un état des lieux rapide de ce qui se passe, parce qu'évidemment, on fonctionne en filière, mais aussi en interfilière. Il y a un groupe interfilière dédié à la transition de nos patients, notamment mené par la filière Neurosphinx, qui avait fait un premier bilan. Évidemment, il y a des choses qui se faisaient dans les filières ou dans les centres de référence, mais c'était encore des choses qui manquaient de coordination, et puis surtout, c'était peu partagé. Donc l'idée du groupe interfilière, c'était justement d'essayer déjà de partager toutes ces informations, et donc ils ont fait un site internet Transition Maladie Rare, où tous ces outils qui ont été créés par les différentes équipes soignantes dans les différentes filières sont répertoriés. Ils ont aussi, en coordination avec l'ensemble des filières, construit un guide qui s'appelle les 5 dimensions. Je ne sais pas si vous avez connaissance de ce guide-là, mais qui permet justement de donner quelques pistes pour élaborer un protocole de transition pour nos patients, et qui touche à plusieurs domaines qui concernent l'adolescent. Il y a aussi, bien sûr, pour chaque filière, parfois des recommandations, des guidelines qui ont été élaborées, mais de façon assez spécifique des maladies concernant la filière. Il y a eu des documents pratiques aussi. Beaucoup de filières ont produit des outils de transfert, de checklists, pour aider les équipes soignantes justement à être plutôt assez fonctionnelles et plutôt gagner du temps justement pour organiser ce processus de transition correctement. Des livrets d'informations famille, on en parlera en fin de session. Et puis une filière avait eu cette idée de faire un annuaire des correspondants pour que voilà, les équipes pédiatriques ne soient pas en difficulté pour adresser un patient, surtout quand il y a des projets d'études dans une autre ville et que voilà, finalement on se connaît peut-être pas mal entre pédiatres et puis on connaît un petit peu moins le pneumologue adulte d'une autre ville. Et puis, bon, je cite comme ça, mais c'est bien sûr très important, même si ce n'est pas peut-être le rôle des filières, si ce n'est de soutenir ces programmes d'éducation thérapeutique. Et donc, pour notre filière, actuellement, sur la transition elle-même, il y a Dyslexia Primitive.
J'ai oublié de citer, mais effectivement, dans les actions menées très récemment par le groupe interfilaire, il y a un podcast qui a été réalisé, et donc il y a 2 épisodes qui ont été déjà édités, qui s'appellent Franchir, que je vous invite à écouter, qui sont des expériences patients qui vivent la transition et qui expliquent comment ils la vivent. Et c'est toujours très intéressant. Alors le groupe lui-même, Respifil, est né il y a à peu près 1 an. Bon, voilà, dans ce paysage que je vous ai peint là, à l'instant, ça nécessitait qu'on se réunisse pour décider un petit peu de ce qu'on voulait faire. Donc il y a quand même pas mal de personnes qui se sentaient intéressées. En tout cas, voilà, c'est toujours pareil, les réunions. Mais en tout cas, il y a pas mal de gens ont témoigné, même s'ils ne pouvaient pas venir, qu'ils étaient très intéressés par le sujet. Et donc l'idée au départ, c'était de savoir un petit peu les priorités. Donc on a fait passer un questionnaire pour savoir les priorités de chacun. Et donc on a collecté ça et on a mis des priorités pour chaque objectif qui avait remporté le plus de suffrages. Et je trouve que vraiment, c'est ce qui était essentiel pour les équipes et qui est venu très haut devant, c'était d'avoir un protocole formalisé pour la transition, ce qui concerne les maladies respiratoires rares et, je dirais, transition et transfert. Et puis dans les thématiques qui sont revenues un peu plus après, il y avait l'orientation professionnelle, l'activité physique, l'annuaire des correspondants dont je vous ai parlé, bien sûr le développement et le partage d'outils, des fiches standardisées, et puis après, plus loin derrière, d'autres thématiques, je n'ai pas tout cité, mais addiction, santé sexuelle, sur proposition, hein, bien sûr. Donc c'était des thématiques qui revenaient un petit peu après, même si elles sont probablement importantes. Alors, bien sûr, par ce questionnaire, on demandait aussi quelle était la motivation des gens à être impliqués dans le processus. Et voilà, j'ai essayé de recueillir autour de moi les personnes qui avaient dit qu'ils voulaient s'investir davantage. Et donc, on a essayé aussi de regrouper un peu l'ensemble des différentes pathologies concernées par Respifil. Et donc voilà, vous avez la liste des noms: Sébastien Asquet, Nadia Nathan, Maxime Patou et Natacha Rému. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas du tout ouvert au plus grand nombre, puisque finalement, il faut faire des groupes de travail. Et donc, voilà, peut-être même à nous 5, on ne peut pas faire tout ce travail-là tout seul. Donc, dans le cadre de groupes de travail, bien sûr, d'autres personnes se sont joints à nous. Et les groupes de travail principaux, c'était recommandations, donc outils de transfert, les livrets d'informations et l'orientation professionnelle. Je vais parler un petit peu des résultats actuels, enfin de l'aboutissement actuel des différents groupes de travail. En ce qui concerne les recommandations, on ne parle pas de rien à Respifil parce qu'il y a quelques années, a déjà été traduit un outil de transition qui s'appelle Ready Steady Go, qui est le programme en fait, national anglais. Qui est très général, qui concerne l'ensemble des pathologies et pas uniquement respiratoires, mais qui a été publié, validé, qui a même eu des prix, je crois, internationaux, enfin peu importe, mais en tout cas, qui a été traduit, validé en français. Et donc, c'est un livret qui accompagne l'enfant à différents âges, une forme d'auto-questionnaire pour qu'il puisse se poser des questions un petit peu sur tous les domaines de sa vie, à la fois en ce qui concerne sa maladie, mais aussi plus largement, et qui permet de faire un échange avec le patient à l'issue de ce questionnaire. Donc après, il y a différentes façons de travailler avec cet outil-là, mais en tout cas, ça reste un outil qui est maintenant disponible, qui est sur le site Respifil, et il y a quelques exemplaires qui sont imprimés là, et ce qui est prévu, c'est que ça soit envoyé dans l'ensemble des centres. Donc comme je vous le disais, hein, ce livret accompagne le parcours de transition de l'adolescent, avec un livret de transition qui est un livret inaugural qui explique vers 10, 11, 12 ans comment les choses vont se dérouler, et puis un livret par tranche d'âge qui permet d'aborder justement toutes ces thématiques de l'adolescent et l'accompagner au mieux à travers ces problématiques. Il y a même un livret adulte pour l'accompagner donc après le transfert. On n'oublie pas les parents, il y a aussi un livret qui est dédié à leurs problématiques propres et en particulier au moment du transfert où là aussi il se passe quelque chose d'important pour eux. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails du process de transition parce que ce n'est pas encore abouti. Simplement pour vous dire qu'il y a eu quand même un certain nombre de travail pour mettre un cadre avec les différentes étapes chronologiques. En s'appuyant sur cet outil, ce livret Ready Steady Go, en sachant que ça reste un outil, donc il faut un mode d'emploi, savoir se l'approprier, savoir l'utiliser. Donc voilà, on a quand même déjà travaillé un petit peu là-dessus. Mais notre idée est surtout que cet outil soit
validé et pareil pour tous pour que chacun puisse s'en emparer et puisse vraiment l'utiliser. Ça ne sert à rien de traduire un outil s'il est utilisé par personne, même s'il est envoyé dans les centres et qu'il reste dans un placard. Ce n'est pas notre volonté. Et donc, on entreprend un travail là tout récemment de validation de ces recommandations par la méthode Delphi, que vous connaissez sûrement. Il y a un docteur junior qui m'aide sur ce projet avec, en termes de logistique scientifique sur Miro Nagutaki, qui est épidémiologiste à Berne et qui connaît très bien le Delphi, notamment au niveau de l'ERS, et donc qui va permettre de nous aider à structurer de façon scientifique correctement ce Delphi. Et donc on en est à la première phase de regroupement des experts qui vont participer à ce Delphi avant que ces recommandations puissent être validées, relues et bien sûr publiées. Alors dans les autres outils... Guillaume, si tu peux... Rapide. Ouais, si tu veux qu'on discute après, ça va t'accélérer un petit peu, merci. J'allais très vite. Donc rapidement, il y a un formulaire de transition qui est aussi... qui est presque abouti, on va dire. C'est plus moi qui traîne à refaire des corrections, je crois. En tout cas, voilà, comme dans l'attente, un petit peu, il y avait cette idée qu'on ait des outils pour aider les équipes soignantes à aller plus vite et peut-être voilà, avoir quelque chose d'assez spécifique avec la filière, un logo, etc., qui soit plus agréable à utiliser au quotidien. Il y a quelque chose qui va se formaliser sur un outil de la transition, un formulaire transition un peu général, mais qui pourra peut-être s'adapter de façon plus spécifique avec des documents complémentaires. Il y en a un notamment sur la ventilation non invasive pour que les pneumologues adultes puissent avoir les paramètres précis de la ventilation. Probablement qu'il y en a d'autres qui seraient nécessaires et qui vont être à venir. Sur le projet d'orientation professionnelle, ça c'est un sujet un petit peu compliqué. Il y a des choses qui sont faites un petit peu en interfilière, qui commencent à être faites, donc auxquelles on va participer, mais pour l'instant rien de concret. Bien sûr, bon, je vais aller assez vite, mais il y a des outils qui ont été créés dans les plateformes transition, dans les unités d'éducation thérapeutique, par les associations. Bien sûr, les professionnels de l'orientation professionnelle, comme les services d'information jeunesse. Donc, ce qui va être très important pour les soignants, c'est de pouvoir en discuter avec les patients. Et donc, un des outils qu'on est en train de développer, c'est un flyer d'information à destination des ados pour en parler très tôt, vers la 4e, et pouvoir être un support avec des ressources à l'intérieur pour qu'on puisse orienter le patient vers le service d'information jeunesse de proximité, vers le site de l'ONICEP qui donne des questionnaires un petit peu pour aider à savoir ce que l'enfant veut et a comme pour projet et l'aider à le construire avec lui. Et peut-être d'autres idées de fiches de liaison avec les CIO. Et peut-être, ça serait peut-être intéressant d'avoir une téléconsultation, une sorte de permanence qu'on peut avoir dans certaines associations comme dans un club mucoviscidose. Je crois que j'ai fini parce que ça, je l'ai déjà pas mal dit pour justement laisser place aux questions. Donc il y a pas mal de ressources quand même qu'on a recueillies pour justement pouvoir être disponibles, à la fois dans un livret simple, accessible pour les soignants et surtout pour les patients. Et je pense que les associations ont un rôle important là-dedans, notamment parce qu'on parlait des pairs au début de cette présentation. C'est quelque chose qui est très important pour eux et probablement via les associations, avec des groupes de parole, des expériences de patients qui ont eu un projet professionnel, ça serait très intéressant d'échanger entre eux et de discuter de ces projets. Dernier message, c'est l'annuaire des correspondants. Je pense que vous avez tous reçu un message pour notifier sur le site de Respifil les référents, notamment pour les différentes maladies, en particulier pour la transition. Il manque encore quand même pas mal de services qui ne nous ont pas donné leurs informations. Malheureusement, on va devoir publier déjà l'annuaire parce qu'on ne peut pas attendre. Ça fait déjà presque 6 à 8 mois qu'on attend ces demandes. Mais vous pouvez bien sûr vous rajouter petit à petit. Je pense que ça sera suffisamment modulable. Et c'est vraiment une demande très forte des pédiatres d'avoir cet annuaire mis à jour. Voilà, j'ai accéléré pour être à peu près dans les temps, j'espère. Merci à tous en tout cas pour votre écoute. Merci Guillaume pour cette présentation vraiment très importante, je pense, pour tous les sites ici présents. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour la discussion? Oui.
Je représente une association, je suis la présidente de l'AFPI, c'est l'Association française des pneumopathies interstitielles de l'enfant. Je m'appelle Yael Castellana. Je voulais juste vous poser une question par rapport effectivement à cette transition qui est importante, sachant que j'ai une fille de 16 ans avec une pathologie du surfactant avec une mutation SPC. Est-ce que vous avez pensé aussi à la place du conseil en génétique? Parce qu'aujourd'hui, ma fille qui a 16 ans se pose beaucoup de questions et notamment même sur sa descendance et une future maternité, et j'ai trouvé que c'était relativement tôt, mais c'est un sujet que j'ai abordé avec elle cet été. Alors, bien sûr, ça fait partie des questions importantes à aborder selon les besoins, d'ailleurs, c'est pas systématique, mais avec les adolescents. Alors, c'est un petit peu moins le sujet du groupe lui-même, parce que voilà, ça reste très transversal, mais il y a quand même une idée de savoir, d'avoir des objectifs dans les fiches de transition, d'avoir un objectif peut-être des différents groupes par pathologie, de ce que l'adolescent devrait avoir comme information. Voilà, ça c'est en cours de discussion, c'est pas du tout élaboré, mais il y a quand même cette idée de la génétique, pour certaines autres maladies, il y a la fertilité aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de retours, notamment dans les études internationales ou plus directement avec des personnes qui ont déjà fait la transition, notamment pour la dyslexie primitive, beaucoup de regrets sur le fait qu'on ne leur ait pas parlé de fertilité avant le passage à l'âge adulte. Ça ne doit pas être toujours vrai, mais quand même des fois, probablement que les pédiatres ont du mal à aborder ces sujets. Remarque d'adulte, juste avant Vincent Cotin. Vu des adultes, là, tu as fait une présentation très pédiatrique. Nous, on est terrorisés quand tu arrives aux malades. Terrorisés. On reçoit un mail nous disant, il y a le petit, là, ça fait 15 ans qu'on le suit. On est absolument terrorisés. C'est vraiment fondamental que les pneumologues soient impliqués très, très tôt dans le transfert. C'est impossible de voir arriver ce pauvre gars avec sa maman. Il a 23 ans, mais c'est encore un bébé. Et il a un dossier monstrueux. On n'a pas été préparé. Et là, pour nous, on fait un malaise cardiaque. Un coup sur Alors, c'est une très, très bonne remarque. Et c'est vrai qu'il y a deux éléments de réponse là-dessus. C'est vrai que je pense que l'idée de voir en amont le pneumologue adulte, très en amont, peut-être vers 16 ans déjà, avec une consultation conjointe, ou en tout cas, ça c'est important. Le fait qu'il y ait des communications fortes entre les pédiatres et les pneumologues adultes, ça aussi, c'est une question importante. Et puis, Charme a souligné une initiative récente de préparation des pneumologues adultes à la transition. Et donc, il y a une journée, je pense que c'est vendredi, je crois, à Bichat d'ailleurs, sur voilà, comment accueillir un enfant qui a été suivi en pédiatrie pendant toutes ces années. Et ça, c'est Advenir qui gère ça avec Neuro5, je crois. Ouais. Oui, une très brève remarque en fait sur les annuaires, parce que je crois que l'annuaire c'est essentiel, c'est ce qui guide les patients adultes vers leur centre, les parents des patients enfants vers leur centre, et donc pour la transition c'est essentiel. Mais juste citer qu'en fait il y a déjà des annuaires qui existent. Je pense que c'est très bien de les centraliser dans Respifil. Et Pulmotension a fait un annuaire qui est très utile, et Orphalingue a fait du coup un annuaire en prenant l'idée, qui est mis à jour à peu près tous les 3 mois avec les informations qu'on nous envoie. Donc, il y a déjà des informations qui existent sur les sites des centres de référence respectifs. Mais bien d'accord, évidemment, pour avoir aussi un annuaire centralisé sur Respifil. Je crois que d'ailleurs, on s'est beaucoup inspiré de ces annuaires pour justement avoir toutes les informations. Et d'ailleurs, les réponses qui manquent, c'est surtout Respira, pour être honnête. Merci beaucoup, Guillaume. Je vais terminer juste par une petite remarque. Je pense que c'est un travail très important. Je pense quand même qu'il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi la formation médicale. Et ce qui m'a fait penser à ça dans cette réflexion, c'est la remarque de Bruno. La médecine de l'adolescence, c'est une vraie spécialité en pédiatrie. C'est des unités de médecine de l'adolescent avec des médecins qui sont formés spécifiquement à cette approche de l'adolescent. Et je pense que un spécialiste d'organes, entre guillemets, n'est pas forcément formé à ça. L'approche globale de l'adolescent, parler avec lui de sexualité, parler avec lui effectivement de son projet de vie, c'est pas forcément quelque chose qui est inné dans notre formation. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important d'introduire dans ces programmes de transition. Comment on forme les médecins à ça? Comment on forme les infirmières coordinatrices à ça? Comment on se fait aider potentiellement par les médecins de l'adolescent? Nous, on a la chance de travailler avec la maison de l'adolescent de Cochin, et c'est une grande opportunité puisque c'est des gens qui sont formés à ça. Mais je trouve que c'est vraiment un élément très important pour nous. Je ne suis pas sûr qu'on sache tous très bien parler à un adolescent, voilà, y compris quand il a 20, 25 ans, puisque l'OMS dit que c'est jusqu'à 26 ans maintenant l'adolescence. Donc, toi...
J'ai rien ajouté, je suis tout à fait d'accord avec toi.